Alors on se retrouve pour le cours sur les enjeux planétaires contemporains, la partie sur les agrosystèmes. Donc on est toujours dans la partie 2, hein. Dans la partie 2, les enjeux planétaires contemporains, on a déjà traité de l'érosion et des paysages. Et on se retrouve donc ici pour traiter cette fois-ci du chapitre 2, les agrosystèmes, des écosystèmes artificiels pour nourrir l'humanité, mais qui doivent être repensés. Alors l'agriculture, c'est pour nourrir les humains, mais pas que. Donc les besoins alimentaires humains, petit 1, il m'a semblé bon de revenir avant de faire un cours sur l'agriculture et sur la façon dont elle devrait évoluer, de revenir bien, tout simplement sur l'essentiel, à quoi ça sert et quels sont nos besoins. Donc ça, on l'avait déjà vu un petit peu en TP, hein, c'est qu'il y a en gros 10 000 ans, entre 10 000 ans et 6 000 ans, hein, l'humain invente l'agriculture, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller cueillir, chasser, et pêcher, eh bien, il va se mettre tout simplement à cultiver des plantes qu'il va longuement sélectionner, hein, en créant des variétés. Et ça va. Alors, il va aussi élever les animaux, bien sûr. Et cette façon de faire, en fait, va très vite concentrer, hein, les hommes, hein, autour des moyens de production, autour des champs. Ce qui va créer les premières villes, hein, et la première division du travail et l'invention de tout un tas de métiers. Donc en gros, l'agriculture, c'est ni plus ni moins que l'invention du modèle, hein, de nos civilisations, hein. Il y a très très peu d'humains aujourd'hui euh, qui ne sont pas sédentaires, hein, qui continuent à être nomades, hein. Sinon, pour la plupart, nous sommes fixés, hein, et dépendants donc des réseaux de production. Alors je l'ai mis avec plus de 7 milliards d'humains aujourd'hui, hein, on ne pourrait pas revenir en arrière. C'est un modèle, on peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est un modèle, l'agriculture, qui, si on l'abandonnait, ben, ne permettrait pas à 7 milliards d'humains d'aller se nourrir tout seuls dans la nature. Mais alors qu'une partie du monde souffre encore de la faim, 1 milliard de personnes, hein, souffrent encore de la faim sur Terre, d'autres souffrent d'excès alimentaire. Alors quels sont nos besoins? Alors je ne vais pas faire un grand cours sur les besoins, je vais juste rappeler des choses assez essentielles en nutrition aujourd'hui. Alors, même si la nutrition, elle doit comporter évidemment une part de plaisir, ce qui est évident, c'est essentiel pour l'humain, euh, il faut savoir aussi manger de tout en petite quantité. Voilà, donc je vous ai repris quelques grands principes, hein. Limiter les viandes à 4 ou 5 fois par semaine, pas plus. Pas à 4 ou 5 jours avec 2 fois de la viande dans la journée, hein. C'est bien 4 à 5 fois. Ça veut dire sur le midi et le soir, sur 7 jours, ça fait 14 repas. Les viandes, on devrait en manger 4 ou 5 fois, pas plus. Favoriser les fruits et légumes frais, et ça vous le savez, hein, sels minéraux, vitamines. Les légumes secs, puisqu'ils apportent une très grande variété d'acides aminés différents. Et pratiquer une activité physique. Voilà. Autre piste, je l'ai mis, hein, favoriser les produits laitiers. 2 par jour, pas de problème. On parle bien de produits laitiers et pas forcément de lait, ce qui est paradoxal. Produits laitiers, c'est le lait transformé, les fromages, etc. Et essayer de consommer des fromages les moins gras possibles. Préférer les viandes blanches, volailles, poissons, crustacés, hein, plutôt que les viandes dites rouges, hein, comme le bœuf, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus protectrices, hein, pour l'appareil cardiovasculaire, les viandes blanches, que les autres viandes. Pour les mêmes raisons, on va limiter les graisses et protéines animales, donc à 3 fois par semaine, pas plus, et au profit donc des graisses végétales, tout ce qui est huile, voilà, colza, huile d'olive, huile de tournesol, etc., en les variant. Diminuer, voire abolir l'alcool, ainsi que les charcuteries qui sont vraiment mauvaises en grande quantité, hein, pour l'appareil cardiovasculaire. Et bien sûr, et ça vous le savez, limiter les sucres rapides, hein, tout ce qui est sucré au goût. Et ça, partout, tout le temps, dès que vous pouvez, limiter. Alors l'alimentation dépend aujourd'hui exclusivement de l'agriculture, c'est ce qu'on se disait. Si vous considérez n'importe quel aliment aujourd'hui, mais vraiment n'importe lequel, hein, faites la liste, hein, d'ingrédients qui se trouvent dans ces aliments.
et vous verrez que tout, absolument tous les aliments reposent sur quasiment une transformation de quelque chose qui vient de l'animal ou directement du végétal. Et quand ça vient de l'animal, eh bien l'animal, n'oubliez jamais qu'il a été nourri par les produits de l'agriculture. Voilà, donc absolument tout. Voilà. L'agriculture à la base de nombreux domaines de nos sociétés. D'accord. Alors l'agriculture, on le disait, c'est pour nourrir l'homme, mais pas que. Ici, je vous ai mis une petite image concernant les domaines d'intervention de l'agriculture. Alors évidemment, c'est l'alimentation, mais on le disait, hein, c'est aussi une source de biomatériaux. Si vous considérez tout le bois et tous les dérivés du bois comme le papier, etc., bah, c'est aussi de l'agriculture, en tout cas de la gestion de forêt. L'agriculture, c'est aussi des biocarburants, hein, ce sont des carburants. Ici à La Réunion, une source d'énergie. Je vous rappelle que l'agriculture à La Réunion, c'est 15% de l'électricité, puisqu'on utilise pendant toute la saison de la coupe, pendant les 6 mois de la coupe, on utilise la bagasse, hein, c'est-à-dire la partie sèche de la canne à sucre qui a été coupée et qu'on brûle hein, dans des centrales. Donc ça fait de l'énergie. Et bien sûr, l'agriculture, c'est aussi ce qui permet de produire tout un tas de biomolécules différentes, hein. On peut penser à certains matériaux hein, qui rentrent dans l'industrie, etc. Je sais pas, pour vous donner un exemple, hein, on a aujourd'hui beaucoup de sacs qui ont l'air d'être des sacs en plastique, mais qui sont en fait des sacs en amidon. Voilà. Cet amidon, bah, il est directement issu de l'agriculture. Voilà. Tout un tas d'exemples. Donc l'agriculture, ce n'est vraiment pas que l'alimentation aujourd'hui. Alors voilà un exemple hein, de la canne à sucre hein, à La Réunion. Donc ici, on a la paille, ce qu'on laisse au champ, hein, qui protège les sols et la litière, hein, qui évite aussi beaucoup la repousse des mauvaises herbes. À partir de la canne, on va donc faire aussi de la mélasse, hein, c'est marqué là, c'est un sirop épais, hein, issu du process de fabrication du sucre, mais c'est au tout début. Donc ça peut permettre de générer une alimentation animale, on nourrit les animaux avec ça. C'est aussi avec ça qu'on va faire le rhum. On a l'écume, les résidus organiques issus du processus de fabrication du sucre, qui peuvent servir d'amendement pour les sols, c'est très riche en minéraux, hein, vous vous doutez. Hein. Et la fameuse bagasse, donc, toutes les feuilles de la canne hein, qui sont séchées donc, et qui permettent en centrale électrique de produire, j'avais dit 15, c'est 12% de l'électricité annuelle. Alors, l'agriculture va reposer sur ce qu'on appelle un agrosystème. Vous connaissez bien le terme d'écosystème, c'est-à-dire des êtres vivants qui vivent sur un milieu minéral. Eh bien, on va voir aujourd'hui là ce que c'est qu'un agrosystème. C'est un écosystème qui sert donc à pratiquer l'agriculture, et qui est artificiel dans le sens où c'est bien l'homme qui produit cet agrosystème, alors que l'écosystème est parfaitement naturel. Alors, c'est un écosystème artificiel, on l'a dit, qui est nécessairement déséquilibré. Quand vous prenez une forêt, un écosystème naturel, la forêt a besoin de personne et surtout pas de l'intervention humaine pour continuer à vivre. C'est peut-être même l'inverse, hein, petite parenthèse. Mieux vaut souvent que l'homme ne s'en mêle pas. Alors l'agrosystème, lui, est nécessairement déséquilibré. Pour le comprendre, on va comparer une forêt hein, qui se passe de l'humain et un champ. Si vous prenez une forêt, elle est composée de matière. Dans cette forêt, la matière organique est composée des atomes qu'on connaît, hein, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, potassium, donc chon, NPK, chon, PK. C'est la matière organique, hein, c'est les atomes de la matière organique, hein, protéines, lipides, glucides, etc., plus tous les minéraux qui sont dans cette matière organique. Calcium, magnésium, sodium, donc Ca, Mg, Na, K, etc., etc., le fer, etc. Donc ça, c'est la matière organique. Les plantes ont besoin de ce qui les compose. Donc si elles sont composées de ça, il faut leur apporter ça. Il faut que les plantes se nourrissent de ça.
Donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, potassium, pour ne citer que les principaux. Les végétaux transforment les molécules organiques, pardon, les molécules minérales, hein, pardon, il y a une énorme erreur là, excusez-moi. Les végétaux transforment des molécules minérales et des éléments minéraux puisés dans le sol et l'air en molécules organiques que sont les protéines, les glucides, les lipides, l'ADN, etc. Ça veut dire que ça, c'est bien organique, ce sont bien des lipides, glucides, protéines, etc., qui contiennent en même temps les sels minéraux, mais il faut que ça vienne de façon minérale et non pas organique comme c'est marqué là, il faut que ça vienne de manière minérale de l'air et du sol. Donc dans l'air, on sait que le végétal va puiser du CO2, hein, la source de carbone des lipides, glucides, protéines, etc., c'est le CO2 atmosphérique, la photosynthèse. Hein. L'eau, eh bien, provient du sol directement, et dans le sol, nous le savons, hein, les végétaux extraient des nitrates, des phosphates, de la potasse, c'est-à-dire en gros des molécules qui sont riches en azote, phosphore, potassium. Pas de problème jusque-là. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans une forêt, toute la matière végétale produite et la matière animale aussi, hein, les animaux, quand ils meurent, eh bien, vont être décomposés. Et ce sont tous les décomposeurs que nous avons vus en TP qui vont en fait assurer le recyclage de la matière organique en la transformant sans cesse en matière minérale utile aux nouveaux êtres vivants, aux nouveaux végétaux et aux nouveaux animaux. Ainsi, l'écosystème dure et est autonome. C'est-à-dire qu'en fait, la forêt va puiser des éléments minéraux, fabriquer sa matière organique, et les décomposeurs vont reminéraliser la matière organique en permanence. Si bien qu'ici, il y a très peu, finalement, de ponction de la roche-mère. Dans le sol qu'on avait vu pendant l'érosion, là, sur le chapitre sur l'érosion, il y a des minéraux, bien sûr, qui sont libérés ici de la roche-mère, mais finalement, c'est beaucoup le recyclage qui joue. Alors, dans un agrosystème, les choses se passent différemment. Dans une culture où on a un agrosystème, champs plus végétaux plus les éventuels parasites, cela se passe de la même façon au début. Au début, on a le champ. Ce champ, il puise évidemment du CO2 atmosphérique de l'air, pas de problème. Il va puiser les nitrates, les phosphates, la potasse, c'est-à-dire la source d'azote, de phosphore et de potassium. Il va possiblement puiser aussi les minéraux, ces minéraux, mais dans la roche. Et ça, c'est très lent. Pas de problème. Il y a un recyclage. Si on laissait les choses se faire, il y aurait un recyclage exactement comme dans une forêt. Le problème, c'est que du fait de la récolte, tous les ans, tous les 2 ans, le sol va s'épuiser. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous récoltez et vous exportez ces éléments-là qui viennent du sol au départ, eh bien ces éléments ne sont pas restitués au sol. Si bien que le recyclage est relativement faible, puisqu'il y a moins de matière à recycler, il y a donc moins de nitrates, phosphates et potasse que les décomposeurs vont pouvoir libérer. Du coup, il y a moins d'absorption d'azote, de phosphore et de potassium par les plantes. Et comme la dégradation de la roche dans le sol est lente, eh bien, cette absorption-là ne suffit pas à nourrir la plante. Et donc les décomposeurs n'ont plus assez à manger pour redonner de la matière minérale au sol. Voilà pourquoi un agrosystème est un écosystème qui, en fait, est déséquilibré dès le départ. La récolte fait que vous appauvrissez le sol nécessairement. Alors comment est-ce qu'on s'en est sorti? Comment on peut pratiquer de l'agriculture depuis des milliers d'années si on appauvrit le sol à chaque récolte? Alors il y a des solutions ancestrales qu'on a utilisées pendant des millénaires, et puis des solutions, je dirais, modernes. Alors la modernité, elle date de plusieurs siècles déjà. Déjà au XVIIe, XVIIIe siècle, on a commencé sacrément à améliorer les techniques culturelles, et je dirais surtout à améliorer les plantes. Mais disons qu'une grande révolution dans l'agriculture a eu cours au XXe siècle, quand on a commencé à pouvoir produire certains
certains pesticides et certains engrais. Alors essayons de comprendre des solutions ancestrales et des solutions modernes qui ont des impacts environnementaux sur la santé très forts. Aujourd'hui, on est rentré en fait dans un processus de ce qu'on appelle l'agriculture intensive. Ce n'est pas vrai sur toute la planète. Je dirais qu'il y a 2 milliards de personnes qui se nourrissent d'une agriculture qui échappe à l'agriculture intensive. Ça fait quand même 5 milliards de personnes sur Terre qui en dépendent. Alors c'est un procédé qui permet de maximiser la production sur une terre par l'utilisation d'intrants. Qu'est-ce que c'est que les intrants? C'est tous les produits non naturels que vous allez ajouter à la terre pour accélérer, pour augmenter les rendements, visant à tirer un maximum de profit d'un espace donné et dans des délais rapides. C'est-à-dire, en gros, on vous donne une surface et vous allez essayer de produire le maximum de tonnes, de tonnage, en un minimum de temps. Voilà. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, on rajoute ce qu'on appelle des intrants. Les intrants, c'est quoi? C'est les engrais déjà. On avait vu dans le TP que les engrais, c'est toute la matière nutritive. Et on avait vu dans le TP que dans l'agriculture intensive, aujourd'hui, eh bien, on rajoute énormément d'engrais, puisqu'on sait qu'on va en perdre quasiment la moitié par les civages. Donc ce sont des engrais qui sont censés nourrir la plante. On va rajouter aussi des pesticides. Alors les pesticides, ce sont des molécules qui vont être toxiques pour des parasites qu'on retrouve dans le sol, soit des plantes, auquel cas on appelle ça des herbicides, soit souvent en fait contre les insectes, auquel cas on appelle ça des insecticides. Mais le terme de pesticide regroupe les deux. Des matières aussi qui améliorent la qualité du sol. Souvent, ça c'est de la chaux. On rajoute en chaume, par exemple, quand on n'a pas assez de calcaire ou quand on n'a pas assez de grumeaux dans la terre aussi. On rajoute en fait des produits qui peuvent améliorer cette terre. Mais c'est aussi les carburants pour faire fonctionner les machines. C'est aussi les médicaments qui vont permettre de soigner les animaux, etc., etc. Donc dans l'agriculture intensive, un maximum de rendement grâce à l'utilisation d'intrants. Dans l'agriculture extensive, par contre, eh bien, on ne va pas maximiser la productivité à court terme. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire appel aux intrants et on va plutôt utiliser les ressources naturelles. C'est-à-dire qu'en gros, on va planter sur un sol et on va essayer de se débrouiller avec ce que ce sol permet de faire. Le problème, c'est que l'appauvrissement du sol à chaque récolte reste entier. Donc l'agriculture extensive, elle ne peut se faire que si vous avez un système qui vient finalement nourrir la terre. Alors sans intrants, sans molécules non naturelles. Alors allons voir comment c'est possible. L'extensive, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va s'en sortir? Eh bien, elle consiste à cultiver et à élever, donc on l'a dit, avec des moyens disponibles. Elle récolte, mais une partie de la récolte reste au champ pour reminéraliser le sol. C'est le rôle des décomposeurs. C'est ce qu'on fait avec la canne à sucre, notamment à La Réunion, pour une partie, puisqu'une partie du feuillage va rester au sol. Et cette partie-là, en se dégradant, les décomposeurs en la dégradant, eh bien, vont tout simplement reminéraliser cette matière organique et redonner au sol une partie des minéraux qui avaient été puisés par la canne. Elle utilise aussi une association de plantes, et on l'avait vu, on l'avait évoqué en TP, notamment dans le reportage qui était à voir en vidéo. Certaines plantes sont fertilisantes comme les légumineuses. Vous vous rappelez pourquoi? Puisqu'elles enrichissent le sol en azote. Les légumineuses sont des plantes qui, comme elles vivent avec certaines bactéries, sont capables de fixer directement l'azote de l'air, dit azote, N2, minéral, le fixer et en faire des protéines. Mais du coup, quand ces légumineuses meurent et qu'elles sont recyclées par les décomposeurs du sol, eh bien, elles enrichissent le sol en azote. L'agriculture extensive recycle aussi les déjections animales. Il y a énormément d'azote dans les déjections animales. Il y a de l'azote et plein d'autres molécules minérales, molécules et éléments.
Elle protège le sol, donc, et surtout, elle protège la faune du sol, c'est-à-dire l'ensemble des décomposeurs. Alors, il y a moins de rendement, mais plus agriculteurs, puisqu'il faut s'en occuper davantage, et elle fait appel aussi souvent à des circuits courts de distribution. Donc il y a moins de transport et moins de CO2. Alors, disons-le tout de suite, il y a moins de rendement, mais on va voir dans la dernière partie de ce cours, le grand 5, on verra que finalement la notion de rendement, elle est, il faut la faire évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de rendement en agriculture, elle ne peut plus être basée que sur la quantité, hein, le tonnage que vous produisez sur un hectare en un temps donné. Tout simplement parce qu'il y a des conséquences environnementales à l'autre type d'agriculture et que si on veut parler de rendement, eh bien, tout le bénéfice de l'agriculture extensive ici, en termes de santé, en termes d'environnement, eh bien, doit pouvoir intégrer ce bilan. Donc certes, il y a moins de rendement, et encore, on verra que ce n'est pas forcément vrai partout. Hein. Vous avez vu dans le reportage en vidéo au cours du TP qu'il y a des agricultures en fait extensives et qui se passent d'engrais et de pesticides hein, qui ont des rendements tout à fait satisfaisants. Surtout que quand vous ne mettez pas l'argent dans les engrais et les pesticides, eh bien, ça vous libère énormément d'argent. Petite parenthèse, hein, les engrais et les pesticides pour un agriculteur en intensif, hein, c'est quasiment un tiers de son budget. C'est un tiers des coûts qu'il a à l'année. Donc quand vous gagnez un tiers de l'argent que vous ne mettez pas dans les engrais et les pesticides, je peux vous assurer que votre bilan il est plutôt pas mal. Il s'en trouve amélioré d'un coup. Alors l'intensive, on apporte à la plante tout ou presque ce dont elle a besoin, sous forme d'engrais, fabriqués par l'industrie. Hein. Elle se passe du sol qui parfois n'est plus qu'un support. Parfois dans les sols, vous n'avez quasiment plus rien. On lutte contre les parasites avec des pesticides industriels. On a peu ou pas de polyculture, mais de la monoculture. Donc ici, évidemment, les points négatifs, c'est la pollution au CO2, la pollution des eaux, la menace sur la santé, la diminution de la diversité des cultures aussi. Ça, c'est un vrai problème pour l'humanité. Hein. Ça, vous le verrez les années d'après. La production qui est concentrée à un endroit, hein, et des coûts d'exportation qui sont donc très importants. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le calcul du nombre de kilomètres qu'un camion ou un avion doit parcourir pour vous livrer à La Réunion un yaourt aux fruits. C'est faramineux. Hein. Entre le lait, le sucre, le fruit, le pot, le petit aluminium, les écritures sur le pot, etc. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. Alors, l'impact positif de l'extensive, hein, on ne l'avait pas dit, c'est peu ou pas d'engrais naturels, hein, donc ni pesticides chimiques, peu de mécanisation. Alors ça, c'est encore à mitiger parce que moins on a de pesticides, évidemment, plus il faut pouvoir se débarrasser des éventuelles plantes qu'on appelle les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Et donc là, on peut mécaniser, on peut être quand même amené à mécaniser d'une certaine manière. Mais on a quand même moins de CO2 émis du fait qu'on n'utilise pas les engrais industriels, ni les pesticides industriels. On n'a pas de pollution des eaux, on n'a pas donc de problème sur la santé. On a un plus faible rendement, mais je répète, ce n'est pas obligatoire, et surtout avec la nouvelle recherche en agroécologie. Donc, un agrosystème intensif, ben voilà ce que ça pourrait être. Alors le CO2 est toujours disponible, hein, c'est le CO2 de l'air. On considère que l'eau est disponible, ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Vous savez qu'il y a quantité de régions dans le monde qui vont souffrir d'un déficit d'eau. Alors ici, on considère que ça, c'est disponible, et on apporte donc tous les engrais dont a besoin la plante. On sait qu'on va en perdre quasiment la moitié, mais c'est pas grave, on va en ajouter 2 fois plus, on va en apporter 2 fois plus que ce dont elle a besoin. On rajoute les pesticides. On a un sol qui est relativement pauvre, il est labouré, il est soumis aux pesticides.
Et du coup, on a un faible recyclage de la matière organique. Du coup, on a peu d'azote, phosphore, potassium dans le sol pour nourrir les plantes, la culture. Et on répète, les minéraux du sol, eux, eh bien, sont libérés très lentement. C'est géologique comme vitesse. Les rendements sont forts, mais les coûts sur l'environnement et la santé sont négatifs. On répète, hein, la notion de rendement en agriculture ne doit plus tenir compte que de la seule quantité que vous produisez sur la surface à l'année. Ça, c'est une notion de rendement agricole qui est un petit peu dépassée. Il faudrait pouvoir intégrer dans le rendement eh bien, l'ensemble des effets positifs comme négatifs. Hein. Ici, ils sont fortement négatifs dans le rendement. A l'inverse, l'agrosystème extensif, donc là c'est pareil, on considère que le CO2 atmosphérique est disponible et qu'il y a de l'eau, ce n'est pas vrai partout dans le monde. L'azote, eh bien c'est de l'azote atmosphérique, on n'apporte pas, on essaie de cultiver des plantes en même temps que nos cultures qui, elles, comme des légumineuses, qui vont enrichir le sol en azote. On a très peu de lessivage parce qu'on apporte très peu en fait de nitrate d'un coup comme ça dans le sol. Le recyclage donc de la matière animale et végétale qui meurt eh bien, est important. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a un sol qui vit. Du coup, cette matière recyclée apporte azote, phosphore et potassium aux plantes de la culture. Les rendements sont faibles et encore, je répète, ça dépend vraiment des cas. Vous avez vu dans le reportage en vidéo dans le TP qu'il y a des cas, notamment en Allemagne et même en France, où en agriculture dite biologique, c'est encore une petite classification dans l'extensif, hein, le biologique, eh bien on a des rendements en agriculture biologique hein, qui sont quasiment égaux, hein, certaines années, hein, au rendement qu'on a ici en intensif. Mais surtout, les coûts environnementaux et sur la santé sont extrêmement positifs. Et donc à nouveau, ici, si on considère le rendement, combien de tonnes je fais sur cette surface à l'année, et aussi quels sont tous les effets bénéfiques de mon système agronomique. Ici, on voit que le coût environnement-santé, en fait, est très positif. Et donc, à l'échelle de toute une société, et pas seulement au niveau de l'agriculteur, eh bien, ici, même si les rendements sont plus faibles, tout le monde a à y gagner. Alors qu'ici, les rendements sont forts, certes, les coûts de la nourriture peuvent éventuellement diminuer, mais l'impact sur la société dans son ensemble est négatif. Alors la jachère, c'est quand on laisse un champ, hein, tout simplement, au repos, hein, et qu'il est colonisé donc, par des végétaux hein, et des animaux de manière naturelle. Et la jachère va permettre de régénérer en fait hein, le stock minéral du sol. Alors les impacts sur la santé et l'environnement. Alors on ne va pas relire ensemble ces documents. Par contre, si ça vous intéresse, hein, j'ai fait quatre sources. Ici, un article du CF GILAB de 2018 que vous retrouvez donc hein, sur Internet, qui explique donc dans les zones en métropole, enfin, sur le territoire français d'Hexagone, où la diversité bactérienne diminue. Hein. Ici, par exemple, on a la quantité d'ADN
ici dans le sol, donc directement la quantité d'êtres vivants. On va de moins de 25 à plus de 125. Donc vous voyez ici, dans le bassin parisien et le bassin aquitain, donc le bassin parisien qui est une énorme zone agricole française, hein, et bien vous voyez que les sols sont extrêmement dégradés. Hein. On a moins de 25 quantités d'ADN en microgrammes par gramme de sol, moins de 25 microgrammes d'ADN par gramme de sol, alors qu'il y a des régions en fait ici montagneuses qui sont plus protégées, je dirais, où on est à plus de 125 microgrammes d'ADN par gramme de sol. Donc vous voyez que les grandes régions agricoles françaises, hein, sont des régions où les sols sont relativement dégradés. Et ce qu'elle explique ici, c'est que c'est directement responsable en fait de la baisse de rendement des sols. Donc moins vous avez d'animaux dans le sol, plus vous baissez les rendements. Alors ici, c'est la Ligue contre le cancer, hein, qui rappelle qu'il y a de nombreuses études en cours sur le lien entre pesticides et cancer. Une revue de littérature scientifique des 30 dernières années a permis à des experts de l'INSERM, qui est un institut public français sur la recherche médicale, hein, donc a permis à des experts de l'INSERM d'établir un lien entre l'exposition aux pesticides et certaines maladies humaines, notamment le cancer de la prostate et plusieurs cancers hématopoïétiques. Alors, les experts rappellent que ne pas être en mesure de conclure ne veut pas dire obligatoirement qu'il n'y a pas de risque. Vous avez beaucoup d'études qui sortent aujourd'hui qui disent qu'on ne peut pas conclure. Et quand on ne peut pas conclure, c'est que justement on ne peut pas dire ni oui ni non. Oui, il y a un lien entre les pesticides et les cancers, ou non, il n'y en a pas. Ça, c'est une démarche très scientifique que de bien interpréter le on ne peut pas conclure. Alors ici, vous avez un article sur le fameux Roundup, qui est un herbicide utilisé dans l'agriculture. Hein. C'est un des herbicides les plus étudiés. Alors, le Roundup, c'est sa marque commerciale. En fait, c'est la molécule qu'il contient, c'est ce qu'on appelle le glyphosate. Et dans le monde du 20 août 2019, donc, on a des témoignages donc de Didier Guillaume qui avance que la France deviendra la première nation au monde à interdire le glyphosate. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a affirmé « L'agriculture française se transforme comme jamais. Ce gouvernement est le premier gouvernement au monde qui va supprimer le glyphosate. » Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il le dit. En juin 2019 sur LCI, il avait déclaré « Aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que la dépendance aux pesticides n'est pas une bonne chose. Donc nous allons en sortir. La France va être le premier pays au monde à se séparer du glyphosate. » Alors, c'est intéressant comme phrase, puisque si vous vous intéressez au sujet, vous verrez que, le glyphosate est très impliqué, très supposé être impliqué dans les cancers, et que la France n'est toujours pas sortie du glyphosate, et qu'on s'est encore donné quelques années, hein, pour le faire. Voilà, et ici donc un petit article sur le glyphosate, et vous retrouvez sur Wikipédia les liens qui ont été utilisés pour l'écrire. Voilà la raison pour laquelle on disait au début, les agrosystèmes donc sont des écosystèmes artificiels, vous l'avez bien compris, j'imagine, pour nourrir l'humanité, et pas que pour nourrir l'humanité, mais pour nourrir l'humanité, mais qui doivent être repensés, puisque dans nos agrosystèmes intensifs, hein, l'utilisation d'intrants pour augmenter les rendements est devenue très problématique, hein, et a des conséquences relativement importantes sur la santé humaine et sur la santé des environnements. Dans une toute prochaine vidéo, on fera le grand 5 donc, et on terminera ce chapitre sur la notion de rendement
comment essayer de rendre la notion de rendement beaucoup plus équitable et beaucoup plus objectif, je dirais, en essayant de ne pas se limiter au tonnage produit par la surface et par an, et en essayant d'y intégrer justement tous les aspects bénéfiques ou pas des différents systèmes qu'on utilise. Parce qu'à l'échelle d'une société, ce sont des coûts gigantesques qu'on ne prend pas en compte quand on fait un rendement agricole. Voilà, à bientôt!